l'édition à cette tournée qu'a effectuée la semaine dernière le président Abdel Fattah el-Sisi, une tournée asiatique qu'il a commencé aux Émirats arabes unis, qu'il a conduit aussi en Inde et au royaume de Bahreïn. Quels étaient donc les fruits de ce déplacement? On connaît tous que le président Abdel Fattah el-Sisi multiplie les déplacements étrangers. Certes, on parle de relations bilatérales avec chaque pays visité, mais aussi une occasion peut-être pour assister à un sommet ici ou là, comme a été le cas avec par exemple l'Inde et le Bahreïn. Tout cela donc ça va être dans la partie débat de l'émission. On va commencer en fait avec le mot qu'a prononcé aujourd'hui le président Abdel Fattah el-Sisi. Donc encore une fois, le président Abdel Fattah el-Sisi prononce un mot plus ou moins qui inclut tout ce qui a rapport avec ce qui concerne plutôt les Égyptiens, le quotidien des Égyptiens. Le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé ce mot dans le cadre d'un colloque intitulé Octobre Assiduité et Défis et qui a été organisé au théâtre El Galet en présence des ministres de la Défense Sobhi, de l'Intérieur Magdi Abdel Ghaffar ainsi que de hauts grades et de l'armée. Là, il faut rappeler que le président Abdel Fattah el-Sisi a parlé des prix, a parlé de l'investissement étranger, mais aussi de la production égyptienne. Il a parlé des médias et bien entendu, il a parlé d'un sujet d'actualité. On parle bien entendu de catastrophe puisqu'on parle de crash de l'avion russe. Là, je vous rappelle en parlant justement de ce crash de l'avion russe dont le groupe terroriste Daesh a revendiqué la responsabilité, le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé à attendre les résultats, tout simplement attendre les résultats des enquêtes avant d'évoquer les possibles raisons du crash. Il a indiqué que dans ce genre de cas, il faut laisser faire les spécialistes et ne pas évoquer les causes de la chute de l'avion car cela fait l'objet d'une vaste enquête techniquement compliquée. Je vais vous rappeler de cet accident, du crash de l'avion russe. Je vous rappelle donc qu'un avion de ligne s'est écrasé hier dans la péninsule du Sinaï en Égypte avec à bord plus de 200 passagers. Aucun des 217 passagers majoritairement russes ni des 7 membres d'équipage n'auraient survécu du crash. Les premières informations peut-être pointent dans la direction d'un problème technique, mais là, comme l'a mentionné le chef de l'État, il faut attendre les résultats des enquêtes. Je vous laisse de toute façon avec les détails de ce crash de l'avion russe qui s'est écrasé hier dans le Sinaï, dans la péninsule du Sinaï. Les détails tout de suite dans ce commentaire signé Dalia Kara, mais juste après, nous allons commencer notre partie débat avec aussi des commentaires et des informations aussi bien sur le mot du président Abdel Fattah el-Sisi et sur sa tournée asiatique de la semaine dernière. Les 224 occupants d'un charter russe transportant des touristes ont péri samedi dans le crash de l'avion dans le Sinaï égyptien. Le groupe terroriste Daesh, EI, affirmant avoir abattu l'appareil. Les terroristes disent avoir agi en représailles à l'intervention russe en Syrie, mais à Moscou. Le ministre des Transports, Maxime Sokolov, va rejeter cette revendication. Les Égyptiens ne disposant d'aucune information qui confirmerait de telles insinuations. Le contact avec l'Airbus A321-200 de la compagnie russe Kogalimavia, plus connu sous le nom de Metrojet, a été perdu 23 minutes après son décollage à l'aube de l'aéroport de la célèbre station balnéaire de Sharm el-Sheikh sur la mer Rouge et alors qu'il volait à une altitude de plus de 30 000 pieds, 9 144 mètres. Selon des responsables de l'aviation civile égyptienne, le capitaine se plaignait alors d'une défaillance technique de son système de communication. Mais le ministre égyptien de l'aviation civile, Hossam Kamal, cité par l'agence de presse gouvernementale MENA, a assuré plus tard que les communications entre le pilote et la tour de contrôle étaient normales jusqu'à ce que le contact soit perdu, le pilote ne demandant pas à changer de route. L'avion devait se rendre à Saint-Pétersbourg, deuxième ville de Russie. Dans un communiqué, la compagnie russe Metrojet a défendu son pilote qui comptait, selon elle,
12 000 heures de vol à son actif. Il n'y a aucun survivant, ont annoncé les autorités, précisant que les corps des victimes et les débris étaient éparpillés dans un cercle de 8 km de diamètre et peut-être davantage à Al-Hassana, dans une zone montagneuse de la province désertique du Nord Sinaï, bastion de l'EI. Les boîtes noires de l'appareil ont été retrouvées et seront analysées, a indiqué le gouvernement. La branche égyptienne de l'EI, qui se fait appeler Ansar Beit al-Maqdis, a affirmé être à l'origine du crash, sans préciser comment. Les soldats du califat ont réussi à faire tomber un avion russe transportant plus de 220 croisés qui ont tous été tués, a affirmé le groupe extrémiste sur ses comptes Twitter habituels. Plusieurs experts militaires estiment toutefois que les terroristes de l'EI dans le nord du Sinaï et le bastion ne disposent pas de missiles capables d'atteindre un avion à 30 000 pieds. Ils n'ont en revanche pas exclu la possibilité d'une bombe à bord ou que l'avion ait pu être atteint par une roquette ou un missile alors qu'il redescendait à la suite de défaillances techniques ou pour d'autres raisons après la perte du contact radio. Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre égyptien Sharif Esmaïl a esquivé les questions sur la revendication de l'EI et répété que seules les boîtes noires révéleront les raisons du crash. Les compagnies aériennes françaises Air France et allemandes de Lufthansa ont annoncé qu'elles ne survoleraient plus la zone du Sinaï jusqu'à nouvel ordre et par mesure de sécurité. Parmi les 217 passagers, 214 étaient russes et 3 Ukrainiens, a indiqué le gouvernement égyptien. Il évoque 138 femmes et 17 enfants. L'équipage comptait 7 membres. Moscou a parlé de passagers âgés de 10 mois à 77 ans. Les États-Unis, la France et l'ONU ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné l'envoi d'équipes de secours, d'enquêteurs et de son ministre des Transports Maxime Sokolov sur les lieux du crash. Une enquête a aussi été ouverte en Russie et les locaux de la compagnie du tour opérateur perquisitionnés. La France et l'Allemagne enverront de leur côté des enquêteurs chargés des investigations sur les accidents aériens, comme c'est la procédure pour tous les incidents impliquant un Airbus. Les deux pays étant les principaux membres du consortium européen qui le construit. C'est l'Égypte, son histoire et sa civilisation, mais c'est aussi l'Égypte moderne, celle que vous connaissez sûrement beaucoup moins. Une chaîne où on parle d'information, de culture, d'art ou d'histoire. Nile TV, c'est aussi une chaîne qui vibre au rythme du sport. Toutes les grandes compétitions nationales et internationales, c'est ici que ça se passe. Retrouvez-nous sur le terrain pour des reportages qui couvrent toute l'actualité locale ici en Égypte. Expositions, concerts, spectacles, toute la culture sur Nile TV International. Nile TV, c'est la chaîne qui vous fait vivre à l'heure égyptienne. Nile TV aborde tous les thèmes qui vous intéressent. Infos, débats ou analyses, c'est sur Nile TV International. Nile TV International, c'est la voix francophone de l'Égypte. Le nouveau canal de Suez. Un projet national. Entièrement financé et réalisé par des Égyptiens. Bonsoir, c'est donc de la tournée asiatique du chef de l'État, une tournée qu'il a effectuée la semaine dernière et qu'il a menée aux Émirats Arabes Unis,
en Inde et au Royaume de Bahreïn, donc que nous consacrons cette édition de direct ou cette partie débat de l'émission. Mais pour commencer, et comme je viens de vous le dire, en fait, il faut vraiment passer par ce mot prononcé ce matin, cet après-midi, par le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, donc lors d'un colloque intitulé Octobre, assiduité et défis. C'est vrai que le président a parlé du crash de l'avion russe. Il a insisté qu'il faut absolument attendre les résultats des enquêtes, mais aussi il a fait état d'un projet de création d'une métropole industrielle dans la ville de Damiette destinée à soutenir les artisanats et les petites entreprises relatifs à l'industrie mobilière. C'est un, je ne sais pas comment dire, mais donc c'est un des mots-clés de ce discours, puisqu'il a aussi parlé de la hausse des prix et il a insisté que vers la fin du mois, il va y avoir un certain contrôle. Donc, il faut attendre justement pour voir. Donc, pour parler de tous ces dossiers, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Achraf Sabri. Bonsoir, Dr Achraf Sabri. Vous êtes professeur d'histoire militaire à l'Académie militaire Nantes. Bonsoir, vous êtes bienvenu. Et aussi Monsieur le général Ibrahim Chokri. Bonsoir, Monsieur le général. Vous êtes aussi professeur de droit à l'Académie de police. Vous êtes aussi analyste politique. Merci à vous aussi de venir aujourd'hui, ce soir. Donc, je commence avec vous, Dr Achraf. Donc, on parle d'un mot qui fait partie donc de série de discours du chef de l'État. Il s'adresse à la nation avec sa même façon. Est-ce que vous trouvez que, puisqu'on a toujours les mêmes préoccupations, mais cette partie concernant les prix et le contrôle sur les prix, est-ce que vous trouvez que c'était un... Oui, comment vous l'avez trouvé? actuellement c'était très important à ce moment-là pour donner l'espoir pour le peuple égyptien. C'est vraiment, la pression va être diminuée. On a une pression sur notre dos, vraiment, pour l'achat, pour l'électricité, pour tout. Tout le monde attend. Notre président, le chef d'État, va sortir pour dire on a un temps pour avoir de patience pour éliminer tout ça. Et ce moment qui était arrivé aujourd'hui, avec un mot qui donnait cet espoir pour le peuple égyptien. Et je crois que ça donne encore de patience pour le peuple égyptien. On attend, on va réaliser notre chef d'État et il va faire qu'est-ce qu'il a dit. Et on attend ça. C'est vrai. On attend certainement. Les choses n'étaient pas très faciles pour les Égyptiens ces dernières années. Aujourd'hui, il s'est adressé aussi aux médias. Donc, une fois de plus, il s'adresse aux médias. Le chef de l'État a parlé des sources d'énergie, donc pour aujourd'hui et pour l'avenir. Mais aussi, il a rendu hommage aux officiers. Il a rendu hommage et aux forces armées et à la police égyptienne. Comment avez-vous trouvé ce geste? Bon, d'abord, pour commencer, permettez-moi de dire que l'entretien que fait le président de la République, ce n'est pas le premier. Il fait souvent un entretien mensuel, si c'est possible, s'il a le temps de faire ça, surtout avec les responsables de la police ou de l'armée. Ça, c'est une sorte d'un pourparler qu'il parle avec le peuple à travers les responsables militaires qui prennent en charge maintenant les attaques contre le terrorisme ou bien le changement que nous trouvons autour de nous. Mais ce qui m'a attiré l'attention dans le discours de son Excellence le Président de la République, c'est qu'il a parlé d'une grande cité qui va être pour la construction des meubles à Damiette et qu'il a envoyé des missions à l'étranger, surtout en Chine, pour voir quelles sont les nouveautés dans ce domaine et qu'est-ce qui sont faits comme développement à travers lequel l'Égypte peut continuer notre développement pour le bien du peuple égyptien. Donc, lui, il s'intéresse aussi des moyens de gagner, les Égyptiens de gagner leur pain à travers l'industrie. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'il faut pousser les Égyptiens. S'ils donnent l'exemple sous la forme des meubles, mais aussi, on peut tirer de ça l'attention qu'il peut faire aussi des démarches au niveau d'autres industries. Donc, les Égyptiens doivent aussi bouger rapidement
circuler même rapidement sur le niveau d'autres industries. Ce qui arrive au niveau de Damiette, c'est un exemplaire qui va être réalisé sur le terrain durant quelques semaines, comme il a dit le président de la République. Ça, c'était très intéressant. Justement, c'est très important. On a bel et bien parlé des investissements étrangers. Comment attirer les investissements étrangers aujourd'hui? Je ne sais pas, peut-être c'est pas la première fois, mais peut-être c'est la première fois qu'on entend parler avec cette insistance de l'importance de la production égyptienne nationale. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il faut vraiment lancer et appeler les investisseurs étrangers à venir, mais aussi il faut aller parallèlement, c'est ce qu'a précisé le chef de l'État, pour ce qui concerne nous, en tant qu'Égyptiens, notre production, et qui va peut-être nous faire avancer un petit peu. Comment est-ce que vous trouvez ce point, Dr Sabri? C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment donné beaucoup d'importance à l'investissement étranger qui va peut-être arriver, mais pas justement pas aujourd'hui, et on a laissé tomber les Égyptiens? Comment est-ce que nous, on peut construire notre pays? Oui, donc, je crois que c'est important aussi d'avoir l'économie intérieure. L'économie à l'intérieur pour les investisseurs égyptiens, c'est égal, l'investisseur est plus important que l'investisseur à l'extérieur. Pourquoi? Parce que celui qui regarde l'Égypte de l'extérieur, il va voir beaucoup d'Égyptiens investir leur argent dans leur pays. Et ça donne un point positif pour pousser les gens qui travaillent à l'extérieur pour entrer en Égypte. On voit toujours les gens à l'extérieur disent mais il y a beaucoup de millionnaires à l'intérieur qui investissent jamais. Qu'est-ce que je peux faire là-bas? Peut-être il y a quelque chose que je ne connais pas. Et c'est très important à ce moment pour quelqu'un avec une haute vision politique comme notre chef d'État. Il faut vraiment regarder à l'intérieur tous les investisseurs égyptiens. Il faut vraiment donner en force et pousser notre investisseur pour investir à l'intérieur, dans notre pays. Et comme ça, on peut en tirer les investisseurs à l'extérieur. Je crois que c'est un... Et justement, pour commencer avec un tel projet concernant l'immobilier, voilà, ça c'est un héritage qui est très riche d'ailleurs. Et aussi, regarde, il faut aller en Italie pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Il faut aller en Chine et pour vraiment faire le contact économique mondial, mais commence par l'intérieur. C'est pas très difficile, c'est pas impossible de regagner sa place parce que dans le temps, on a vraiment excellé dans tout ce qui est rapport avec la fabrication il y a quelques années, cette industrie immobilière. Si on parle de 30-40 ans, Damietta exporte beaucoup de choses en Italie. Et là, ils font leur achat d'Égypte à cause de le prix, le main-d'œuvre. Tout, c'est pas cher et vraiment les qualités de travail. Et on avait la qualité, voilà. Il faut vraiment insister sur la qualité. Il faut retourner à ça encore une fois, mais aussi il faut avoir comment ils ont progressé. Voilà, le progrès qui plaît. Très bien. Aujourd'hui, le chef de l'État a aussi parlé du crash de l'avion russe, donc on parle catastrophe, certainement. Il a insisté sur le fait qu'il faut absolument à toutes les parties, il faut justement et absolument attendre les résultats des enquêtes, donc des enquêtes très compliquées. Alors, ceci intervient alors que des organisations terroristes, à savoir Daesh par exemple, et qui ont revendiqué ce crash. Donc, est-ce que vous trouvez important de préciser justement, de s'adresser aux médias, à toutes les parties, de leur dire d'attendre, de patienter avant d'évoquer des informations qui peuvent ne pas être correctes? D'abord, premièrement, le président de la République a adressé ses condoléances au peuple russe. Certainement. Nous aussi, comme Égyptiens, nous adressons aussi parce que c'est un peuple ami de l'Égypte. Deuxièmement, dans le cas des accidents d'avions civils, on doit distinguer entre plusieurs étapes différentes. D'abord, il y a un comité qui s'occupe de réaliser et de faire l'enquête. Cette comité, elle comprend bien sûr le pays sur lequel s'est déroulée l'affaire. Deuxièmement, le pays qui a fabriqué l'avion. Troisièmement,
le pays qui s'intéresse des passagers. Par exemple, si vous avez 50 ou 60 des passagers qui sont russes et des autres sont d'autres nationalités, on va voir le pays qui s'occupe de ça. Maintenant, la plupart sont des Russes. Il y a seulement 3 ou 4 Ukrainiens. Quatrièmement, des responsables de l'État et de l'autorité de l'Égypte qui s'occupent de l'aviation en général parce qu'ils vont réviser et regarder la situation. Donc pour faire une enquête sur les accidents aériens, il faut d'abord, après avoir retiré les boîtes noires qui s'occupent de ça, il faut avoir d'abord regardé quelle était la sorte de communication entre les pilotes eux-mêmes et entre le pilote et le centre duquel il s'est pris son décollage et l'endroit de destination. Ensuite, il faut prendre attention, bien sûr, de la situation de l'avion durant son trajet. Et aussi, il faut regarder quel est le rapport de l'avion dès son décollage de l'aéroport, c'est-à-dire de l'aéroport de Sharm el-Sheikh, etc. Donc, il y a plusieurs étapes pour faire ça. Mais on a entendu des mots, des paroles qu'on n'aime pas entendre parce qu'elles sont des bêtises. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens qui s'intéressent à l'affaire des avions, surtout les militaires, ils connaissent bien qu'un avion qui était à une telle hauteur ne peut pas être attaqué par des missiles ou par des fusils parce que c'est trop loin. Seul moyen pour attaquer un avion comme ça, c'est d'avoir des avions militaires attaquants qui courent derrière l'avion en haut, et ça, ce n'est pas le cas en Égypte, puisque toute la surface aérienne de l'Égypte est bien contrôlée par, non, c'est contrôlé par l'armée nationale de l'Égypte, donc on connaît bien tout ce qui se déroule au niveau de la Sinaï. Autre chose, n'oubliez pas qu'il y a des agences de voyage, agences touristiques, qui sont ennemies, qui ont utilisé cette affaire-là après 10 ou 20 minutes tout à fait directement en disant ces bêtises-là, parce qu'ils veulent dire venez chez nous d'abord et on va vous amener à Sharm el-Sheikh de notre frontière, ne venez pas aux Égyptiens d'abord. Alors, ça c'est la vérité, ce sont des agences aussi, ils sont russes peut-être, oui, mais ils sont adversaires des autres agences qui envoient les touristes russes qui viennent ici chez nous en Égypte. Tenons en considération que le tourisme ne va pas s'arrêter et l'aviation ne va pas s'arrêter. Le jour même où il y avait cette affaire de cet avion-là, j'ai connu par des amis que sur l'air égyptien en total et tous les aéroports égyptiens en total, on a effectué plus que 1000 et quelques visites aériennes ou tournées aériennes, c'est-à-dire plusieurs... De toute façon, arrêter, voilà, ça ne va pas arrêter. Donc il ne faut pas prendre arrêter, l'affaire de ce point de vue. Et justement, et tout simplement, il y a les boîtes noires, il faut justement attendre. On attend, oui, bien sûr. On attend, mais j'espère aussi, je suis d'accord avec vous tout à fait, qu'on ne peut pas attendre très longtemps parce qu'il y a beaucoup des ennemis qui jouent dedans. Ces jeux-là, on a besoin de savoir le plus vite possible. C'est une attaque ou c'est un problème technique. Et puis, le détail va être plus tard. Voilà. Et Là, pour éliminer la façon comme on voit les agences qui a sorti tout de suite d'Israël ou des pays à côté de nous. Ils sont des ennemis, ils sont en concurrence. Vraiment, c'est de concurrence. Ça, c'est des business, c'est des milliards et milliards de dollars qui jouent dedans. Et vraiment, chacun va tirer vers lui le jeu. C'est moi qui vais être le deuxième en cette chance je peux utiliser. On a besoin de savoir le plus vite possible, vraiment, c'est une attaque ou c'est un problème technique. Le plus logique pour tout le monde, avec un hauteur 8000 pieds, impossible. Même n'importe quel touriste avec les armes de tourisme et les touristes qui en sachent, impossible, même une armée qui est impossible, sauf, comme notre général qui a dit, un avion ou une porte-avions qui était très proche, qui a sorti. Ça, c'est vraiment un pourcentage très faible pour dire ça. De toute façon, il faut insister justement, puisqu'on
de toute façon, cette hypothèse n'est pas très forte. De toute façon, là, celle d'une attaque. Donc, il faut justement attendre les enquêtes. Il faut là insister aussi qu'il y a une coordination complète entre les deux parties égyptiennes et russes sur les modalités en fait de travail. Et puisque déjà la Russie a envoyé plusieurs équipes, 80 et quelques, peut-être entre 80 et 90 personnes. Donc, sur 4 avions, 4 avions sont venus. 4 déjà. Voilà. Et le président Abdel Fattah Sisi a insisté aussi sur cette coordination. Il a dit, voilà. Et deux ministres russes sont ici en Égypte. Tout à fait. Donc, justement, pour couper avec celui-ci, j'aimerais bien passer à une autre partie qui concerne cette visite, ce déplacement étranger qu'a effectué récemment le chef de l'État. Là, je vous rappelle que mardi dernier, il a commencé une tournée asiatique. Je rappelle que cette tournée a commencé avec les Émirats arabes unis. Le chef de l'État s'est rendu donc en Inde pour participer au sommet Inde-Afrique, donc un sommet qui parle plutôt, qui insiste sur les moyens de développer la coopération économique entre l'Inde et le continent africain. Je vous laisse tout de suite, vous, mes invités et vous, chers téléspectateurs, je vous laisse suivre ce commentaire sur ce sommet et sur cette visite du chef de l'État en Inde et on se retrouve juste après. Le président Abdel Fattah el-Sisi a eu à son arrivée dans la capitale indienne New Delhi mercredi pour participer au 3e sommet du forum Inde-Afrique, prévu pour jeudi, des entretiens avec son homologue indien Pranab Mukherjee. Au cours de l'entretien, le président indien a passé en revue la longue histoire qui unit l'Égypte à l'Inde, soulignant que la visite d'el-Sisi contribuerait à la réussite du sommet, a indiqué le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Ala Yousef. Il a également affirmé l'attachement de son pays à accroître ses investissements dans la période à venir en Égypte. Pour sa part, le président el-Sisi a affirmé le souci de l'Égypte de renforcer les relations historiques étroites existant entre les deux pays dans l'intérêt de leur peuple et a adressé une invitation au président Mukherjee à visiter l'Égypte, laquelle a été favorablement accueillie par le président indien, a précisé le porte-parole. Le président Abdel Fattah el-Sisi a en outre jugé important la coopération et le partenariat entre l'Inde et l'Afrique pour parer aux défis que relève le monde entier et les pays en développement en particulier. Dans une allocution prononcée au 3e sommet Inde-Afrique 2015 qui s'est ouvert jeudi au stade Indira Gandhi à New Delhi, M. el-Sisi a indiqué que le partenariat indo-africain était un modèle de coopération entre les pays du Sud, vu l'histoire commune en matière de libération, faisant allusion au président défunt Gamal Abdel Nasser et Jawaharlal Nehru qui ont fondé le mouvement des non-alignés. Le président a souhaité que ce sommet et ses recommandations répondent aux efforts déployés pour lutter contre la pauvreté, améliorer la santé et l'enseignement, afin d'aller de pair avec la stratégie de développement approuvée par les sommets africains et surtout l'agenda de 2063 et l'agenda de développement d'après 2015. Il a enfin mis l'accent sur l'importance des concertations entre les deux côtés africains et indiens en ce qui concerne les changements climatiques, afin d'aboutir à un accord avant la conférence de Paris en décembre prochain. C'était donc un commentaire signé d'Ali Akaram. Encore une fois, on parle du 3e sommet du Forum Inde-Afrique. Le chef de l'État a certainement parlé des relations bilatérales. Il a insisté en fait sur les relations tellement étroites et historiques qui relient les deux peuples égyptiens et indiens, mais certainement donc une occasion pour parler de coopération peut-être et d'expertise. Donc je reviens à vous, Dr Ashraf Sobli. Comment avez-vous trouvé cette visite et quels étaient les points forts donc pour l'intérêt certainement? On a assisté à un sommet et l'Égypte est l'un des grands pays du continent africain. Si on parle de points forts à niveau militaire, on va voir le monde entier, il y a beaucoup de changements. Maintenant, il n'y a plus une seule force des États-Unis, mais il y a des autres forces qui existent dans le monde et déclarées par Obama. Il a dit, il y a des autres forces dans le monde. Pour la première fois dans la vie des États-Unis, qui déclarent qu'il y a des autres forces, c'est-à-dire l'étoile américaine qui commence à tomber parce qu'il y a des autres étoiles qui commencent à monter. Qui scintillent dans le ciel du monde. Voilà. Et la Russie, la Chine,
les Indes aussi, pareil, avec une des géants force. asiatiques qui avancent. Et on va voir aussi, il y a une force dans le Moyen-Orient qui existe malgré tous les ennemis contre nous, mais il y a 3 forces à cause de notre chef d'État qui a monté la force égyptienne militaire. Et maintenant, on va voir à la place de 2 forces qui étaient prévues pour être dans le Moyen-Orient, Iran et Israël, non, maintenant Iran, Israël, l'Égypte, si on parle militaire. Mais à côté, le point militaire, parce que notre chef d'État qui commence à avoir des armes, qui vient de Russie, qui vient de Chine, qui vient de France, qui vient des États-Unis même, qui dit « Prends ça, s'il vous plaît ». Vous voyez, F-16. Mais on a besoin aussi de forces économiques. Et pour monter un État, rappelez-nous de Mohamed Ali. Il a besoin de 2 choses. Une force militaire qui commence à monter, une force scientifique et économique pour l'Égypte. Et comme ça, on peut vraiment lever la tête. Les Égyptiens, ils ont là. Et maintenant, pour voir les forces économiques, il faut aller dans un pays qui commençait leur vie comme nous. Je viens de parler de ça tout à l'heure. L'Inde et l'Égypte qui commençaient la vie exactement pareil. Mais dans certains moments, on a arrêté, mais ils ont continué. Ils ont arrivé dans un pouvoir économique vraiment assez... si on parle de choses dans le médecine, par exemple, ils ont vraiment un niveau... On a vraiment besoin de cette expérience. Voilà, on a besoin de tout ça. Comment ils ont continué. Voilà. Donc, des conditions qui sont plus ou moins similaires. Regarde, qu'est-ce qu'il fait après? Il a monté les forces militaires. Mais comment? Maintenant, on a besoin les gens d'Inde qui va donner l'Égypte comment on peut monter notre économie. On a besoin de forces scientifiques. On a besoin de forces à tous les niveaux économiques. Comment on peut mettre les pieds par terre. Et vraiment, le choix est très bien. Aller vers l'Inde, aller vers la Chine, aller vers la Russie. Et comme ça aussi, on peut avoir une économie égyptienne qui commence à monter. Très bien. Monsieur le général, multiplier les amis, puisqu'on a insisté sur le point militaire, avec certainement tout ce qui a rapport avec le dossier économique, donc c'est un dossier très lourd, mais pour le côté aussi militaire, comment trouvez-vous cette approche, donc multiplier les sources, les amis, si on peut dire, dans le domaine, donc s'adresser ou avoir recours à la France, à la Russie, aux États-Unis, à l'Inde aussi. Comment voyez-vous tout cet effort et comment ça peut aboutir? Bon, permettez-moi d'abord de rajouter à Dr Achraf concernant les Indes. C'est une ancienne histoire entre l'Égypte et les Indes. Et aussi, on n'oublie pas que lorsque la Chine a voulu faire un accès, a commencé par l'Égypte aux années 50. Donc le monde entier... Non, je parle de Chine, ils ont fait ça. Et aussi les Indiens, ils vont faire ça. C'est ce que je veux expliquer. Parce que les grandes forces internationales, quand ils veulent faire un travail sur le niveau africain, ils connaissent que la porte, c'est l'Égypte. Et les Indiens, maintenant, ils connaissent ça. Puisqu'ils sont devenus une grande force internationale, n'oubliez pas qu'ils sont les plus forts dans le domaine logistique et dans le domaine aussi informatique. Les Indiens aussi sont les premiers au niveau du monde entier pour faire des programmes informatiques. Même il y a des agences et des sociétés internationales, je ne veux pas dire leur nom, sont très connues, mais ces sièges aux États-Unis, le directeur général est un Indien, d'origine indienne. Donc plusieurs sociétés, pas une seule. Donc c'est une sorte de coopération du point de vue intellectuel et scientifique et logiciel. Nous avons besoin de ça et eux aussi ils ont besoin de faire de la coopération avec l'Afrique à travers l'Égypte. L'exemplaire qui est très connu entre nous et les Indiens, c'était l'exemplaire de Nehru Nasser. C'était une grande coopération entre deux pays à cet âge. On n'oublie pas historiquement le non-alignement
c'était une politique de non-alignement, les pays de non-alignement. On n'est ni avec l'Est ni avec l'Ouest. Si je ne me trompe pas, il assistait à l'inauguration du haut barrage, il était le seul président Nehru, avec le chef russe Khrouchtchev. Et aussi, lorsqu'on parle de la de non-alignement, c'était l'Égypte et l'ancienne Yougoslavie, Tito et Nasser. Donc, c'est une ancienneté qu'on peut baser sur elle. C'est-à-dire, ce sont des peuples qui veulent prendre leur place au niveau mondial. Ça, c'est la situation avec les Indes. Si vous me parlez de la situation militaire en général, pourquoi pas? Pourquoi on peut avoir une coopération avec des divers pays? Pourquoi pas? Et la diversité, c'est un nouveau système? Non, c'est pas nouveau. Les Égyptiens sachent bien la diversité, c'est-à-dire avoir coopération avec les Russes, avec les Chinois, avec les Indiens, les Coréens, même dans le domaine militaire. Donc, si c'est dans le domaine militaire, dans le domaine économique et dans les usines, on vient de parler il y a quelques instants de Damiette et coopération avec les Italiens et coopération avec les Chinois dans le domaine des meubles. Donc, aussi dans le domaine agricole, etc., etc. Donc, il faut toucher tous les domaines, surtout dans l'affaire, je parle de l'affaire industrielle surtout, pour améliorer la vie industrielle des Égyptiens, c'est-à-dire avoir une sorte de production, une production connue par un produit en Égypte. Ça, c'est le problème réel de l'Égypte. Si on a une production, c'est-à-dire on vend quelque chose à l'étranger et on vend à l'intérieur du pays à un bas prix, donc ça va diminuer le prix et ça va augmenter le revenu national de la population et des gens eux-mêmes. Ils auront une poche pleine de la monnaie. Cas, nous aurons exportation à l'étranger et là, nous pourrons toucher les monnaies internationales. Et ça, c'est le seul moyen pour avoir une nouvelle Égypte, c'est la production. Optimiste apparemment. Là, je veux revenir un petit peu au mot du chef de l'État parce que lorsqu'il a parlé de l'économie, il a insisté sur le fait que l'économie, c'est pas très compliqué, mais on a besoin d'outils. On ne peut pas contrôler tous les outils. C'est pas si facile que ça. Je peux ajouter quelque chose, mon général. Grand plaisir. Et regarde, notre chef d'État, quand il lui a dit, on va avoir une économie qui va monter, on va baisser les prix. Après le retour d'Inde et la visite d'Inde et la visite aux Émirats arabes unis, le Golfe, après ça, pour la première fois, notre chef d'État qui a dit, elle n'a pas dit on va éliminer les terroristes qui existent au Sinaï, ça y est, vraiment bien contrôle militaire sur notre État. Et maintenant, pour la première fois, on a dit non, il y a des pressions, il y a le prix qui vient. Le mois prochain, on va avoir il y a un une date. prix. Il y a une date. Il y a tout, il y a une raison. Ce chef d'État, on ne va jamais avoir un chef d'État comme ça encore. Il a une date, il a un programme dans cette fois, c'est l'économie d'Égypte. On va faire attention à cette économie. Il s'est aussi adressé en fait aux simples citoyens. Il dit oui, je ressens tout à fait vos souffrances. C'est toujours il appelle. Voilà, souffrance. Je veux revenir un petit peu sur l'Inde en fait, l'expérience de l'Inde. Loin, si vous me permettez, est-ce que loin de tout ce qui est direct, tout ce qui est concret, tout ce qui est officiel, est-ce que, en parlant de l'expérience indienne, comment est-ce que les Égyptiens regardent cette expérience? Parce que pour dire, par exemple, on veut devenir comme un pays européen, on trouve que l'écart est assez grand. Mais pour regarder l'expérience indienne, je veux dire que pour le simple citoyen, c'est pas loin. Ils ont une très grande population très importante, aussi bien que l'Égypte. Une pauvreté qui existe là-bas. Une pauvreté, voilà. Il y a quelque chose, voilà, on peut dire, on n'est pas tout à fait loin. Voilà. On peut progresser dans le domaine, surtout de la santé et de l'éducation. Voilà, l'enseignement, la santé, voilà, ce sont les deux dossiers clés et qui peuvent plus ou moins nous aider. Est-ce que vous trouvez aussi que c'est vrai? n'est pas très loin de nous et on peut regarder leur expérience avec beaucoup de soulagement. Je viens vous dire tout à l'heure, je commence à sortir un livre sur l'Égypte et l'Inde, la ressemblabilité. On ressemble en tout à fait beaucoup de choses. Et vraiment, cette ressemblabilité, on ressemble. Comment commencer notre vie à cette époque
le progrès d'histoire qui ressemble tout à fait entre l'Inde et l'Égypte. Et maintenant, on a besoin vraiment de continuer avec la même façon. Ils ont commencé à monter à un niveau scientifique très fort, niveau médical très fort. Si vous voulez voir les hôpitaux en Inde, vraiment un choc, une morceau d'anglais. Malgré la pauvreté, malgré tout. Si on regarde les niveaux de médecins, vraiment, le médecin indien peut aller travailler en Angleterre sans avoir un diplôme équivalence. Comme on était à l'époque de le roi de royal. On peut y aller travailler direct. Et si un Indien qui peut aller aussi travailler dans le monde entier, parce que vraiment, il a une éducation très haut niveau, l'Égypte peut faire la même chose. On a besoin vraiment baisser la tête un peu pour dire comment vous allez faire ça. Donnez-nous votre éducation. On a besoin d'une éducation à tous les niveaux. Et notre chef d'État, comme on a vu ça, je crois, quand il était en Sri Lanka, elle a dit montrez-nous comment vous faites ça. C'est un niveau de pensée, jamais mis la tête comme un coq à eau et on a vraiment vide à l'intérieur. Non, on a besoin d'une éducation, on dit pour le monde entier, chacun, si vous êtes bien en Inde à un niveau scientifique, on a besoin d'une éducation de vous, venez chez nous, donnez-nous cette éducation. Et on est capable, voilà, de reproduire l'expérience, si on peut dire. Voilà. Permettez-moi maintenant de passer aux Émirats Arabes Unis, donc première étape de la tournée du chef de l'État. Donc pour savoir comment justement ça a été, un peu plus de détails sur cette tournée. Après, nous allons parler de ce dossier, des relations entre l'Égypte et les Émirats Arabes Unis. J'aimerais justement mentionner que cette visite s'inscrivait dans le cadre de la concertation permanente entre les deux pays sur le développement des relations bilatérales et le renforcement de la coopération stratégique. Là, je vous laisse tout de suite avec un commentaire signé Dalia Karam sur cette visite. On se retrouve juste après. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé mardi dernier aux Émirats Arabes Unis, première étape de sa tournée asiatique qu'il avait conduit également en Inde et au royaume de Bahreïn. Sa visite aux Émirats s'inscrit dans le cadre des concertations permanentes entre les deux pays sur le développement des relations bilatérales et le renforcement de la coopération stratégique. Le bulletin Dernière Heure, publié mardi par l'agence de presse émirati WAM, affirme que la visite du président Sisi aux Émirats Arabes Unis reflète la solidité des relations bilatérales. Intitulé « La solidité des relations égypto-émiraties », le bulletin diffusé par le Centre des Émirats Arabes Unis pour les études et les recherches scientifiques rappelle qu'il s'agit de la deuxième visite du président Sisi aux Émirats. La première ayant eu lieu en janvier dernier, ce qui confirme la profondeur des relations bilatérales et la place distinguée qu'occupent les Émirats. Cette visite jouit d'une double importance à la lumière des mutations dans la région, dont les développements au Yémen et les efforts déployés par la coalition dirigée par l'Arabie saoudite pour restaurer la sécurité et la paix dans ce pays arabe frère, poursuit la WAM. Le bulletin fait également allusion aux grands changements vis-à-vis de la crise syrienne après l'intervention militaire russe dans ce pays et les démarches intensifiées entreprises sur les scènes régionales et internationales pour trouver une issue à cette crise, soulignant, dans ce contexte, la conformité de vue du Caire et d'Abu Dhabi à ce sujet. Voilà donc une visite qui entre dans le cadre de la concertation continue entre les deux pays, entre l'Égypte et les Émirats Arabes Unis. Et là, je reviens à vous, Général Ibrahim Choukri. Donc, on parle d'une double importance, certainement à la lumière de la mutation dans la région avec le dossier du Yémen. Et on parle là de développement sur ce front, dans ce dossier, des efforts déployés par la coalition dirigée par l'Arabie saoudite, certainement, pour restaurer la sécurité et la paix. Là, on parle aussi de développement sur le dossier syrien. Voilà, aujourd'hui n'est pas comme il y a un mois, si on peut dire. Comment voyez-vous cette concertation continue? Là, il faut justement insister et rappeler que les Émirats Arabes Unis étaient l'un je sais pas, mais des pays qui ont vraiment soutenu l'Égypte tout au long de ces dernières années. Donc, je vois que pour les Émirats, quand le président de la République visite les Émirats,
c'est quelque chose complètement normal, puisque nous sommes devenus vraiment des frères. Parce que vous voyez, c'est un pays qui appuie l'Égypte, qui aide l'Égypte, qui est en bonne coopération avec l'Égypte. Même à l'âge de Sadat aussi, c'était comme ça. Donc, c'est un pays très ancien. Quand il aide l'Égypte, l'Égypte essaye de donner l'appui, même si c'est un appui politique, quand même, sur les divers problèmes. Vous avez parlé du Yémen, de la Syrie, etc. Ce sont des choses internationales, ce sont des choses qu'on doit rester ensemble. Les forces internationales étaient en réunion il y a quelques jours. Donc l'Égypte figurait sur place avec des responsables de la politique extérieure des États-Unis, avec aussi les responsables de la Fédération russe, avec les pays arabes, je veux dire avec aussi le ministre saoudien. Donc la coopération se termine au niveau de Syriens. Pour terminer et prendre fin de cette guerre-là, et pour être sur un même point commun, c'est de ne pas partager et diviser la Syrie. Mais sur le point du Yémen, on trouve que ça a bien accéléré dans le niveau de restauration du gouvernement yéménite et du président yéménite. Tout ça, c'est une sorte d'appui et de coopération entre nous et les pays du Golfe d'un côté, et surtout entre nous et les pays arabes qui étaient au point d'être divisés et partagés, surtout vous parlez du Yémen et de la Syrie. Certainement. Je vais revenir un petit peu sur la Syrie, si vous me le permettez, mais si vous avez un commentaire à dire sur ce point, mais je vous invite tout de suite de continuer un petit peu sur ce même temps, puisque si les Émirats Arabes Unis étaient la première étape de la tournée asiatique du chef de l'État, le royaume du Bahreïn était la dernière étape. Là aussi, on rappelle que le président Sisi, lorsqu'il s'est rendu à Bahreïn, il s'est entretenu avec le roi Hamad Ben Issa Al Khalifa au sujet des moyens certainement de renforcer, de relancer la coopération bilatérale, les relations entre les deux pays. Là aussi, il faut le signaler, participer au forum du dialogue de Manama, auquel il a pris part à l'invitation du prince héritier de Bahreïn, Salman Ben Hamad Ben Issa Al Khalifa. Je vous laisse tout de suite avec un commentaire signé d'Alia Karam sur cette visite, et on se retrouve justement juste après pour parler et des Émirats Arabes Unis et du royaume de Bahreïn. Le président Sisi s'est félicité de sa participation au forum du dialogue de Manama, auquel il a pris l'invitation du prince héritier de Bahreïn, Salman Ben Hamad Ben Issa Al Khalifa. Le forum du dialogue de Manama est devenu un des plus importants événements régionaux qui font la lumière sur les questions sécuritaires à l'échelle régionale, a indiqué le président Sisi lors du forum, ajoutant que la session actuelle du forum revêt une importance majeure vu les défis et les crises qu'affronte la région arabe. Des partis ont exploité les groupes terroristes pour attiser les conflits confessionnels afin de réaliser leur agenda et leur intérêt dans la région, a-t-il signalé. Nous faisons face à une situation régionale très difficile et très compliquée, a-t-il annoté, précisant que la sécurité nationale arabe est menacée. Le chef de l'État a indiqué que l'Égypte n'épargnait aucun effort pour parvenir à des solutions politiques aux crises de la région. Sisi s'est entretenu vendredi soir avec le prince héritier bahreïni, l'émir Salman Al Khalifa, qui a salué les positions de l'Égypte soutenant l'unité du rang arabe. Le prince héritier bahreïni a affirmé que la participation du président Sisi au forum du dialogue de Manama confirmait la présence efficace et continue de l'Égypte dans les différentes rencontres internationales et régionales pour examiner les questions de la région et du Moyen-Orient. L'émir Salman a ajouté que la visite du président Sisi à Bahreïn reflétait les relations fraternelles liant les deux peuples et la coopération conjointe établie dans les divers domaines. Voilà, donc le royaume de Bahreïn, quelle est l'importance selon vous, Dr Sabri, de cette visite, de ce développement? C'est vrai que le chef de l'État assistait au forum du dialogue de Manama, mais aussi certainement il y avait un autre... comment cette visite, si je peux vous le demander? Moi je trouve cette visite importante vis-à-vis de l'Iran. Vraiment, Bahreïn, c'est un pays, 80% de son peuple sont chiites.
Mais aussi, c'est un pays important comme un pays qui donne son appui sur la zone et aussi et l'aide pour l'Égypte. C'est important pour la Syrie. D'accord. Pour éliminer la division de Syrie, il faut vraiment pas seulement Bahreïn, Abu Dhabi, Koweït, toute la zone de Golfe. L'Arabie Saoudite, vraiment, qui a besoin d'éliminer Assad. Malgré, sans Assad, on peut avoir une Syrie divisée en plusieurs morceaux. Et l'appui maintenant pour garder Syrie, notre porte ou la force pour protéger l'Égypte, si on garde Syrie dans un seul morceau. Diviser Syrie, c'est-à-dire un coup de couteau dans le dos d'Égyptiens. Comment voyez-vous la Syrie dans un an, divisée ou unie? L'Égypte ne peut jamais laisser le pays syrien divisé en plusieurs morceaux. Mais si on regarde United Nations Unies, dernière fois, il était vraiment là-bas, c'était la plus importante réunion qui était passée parce que le monde a divisé, dans le Moyen-Orient est déjà divisé. Ça y est, maintenant, Iran, ici, leur contrôle va être un pied en Syrie, Russie en Syrie, Arabie Saoudite vraiment vers un contrôle vers Yémen, Iran il va éliminer leur pied de Yémen, comme on voit maintenant, ça y est, Houthi qui commence à rétrécir. D'accord. On peut avoir division en Yémen, mais c'est toujours, on ne va jamais laisser Syrie à diviser. Ça, vraiment, c'est un point couteau dans le dos d'Égypte. Et il y a beaucoup de forces qui vont jouer dedans. Les forces d'Iran, Bahreïn, c'est un pays qui joue un rôle très soutenable, on peut dire, ou très discret. Si on peut parler Iran, on peut parler avec Bahreïn. Ah, d'accord. Mais aussi pour protéger le pays syrien, ça c'est tout ça pour protéger un seul pays, c'est le pays, c'est Syrie, on va vraiment dans le morceau. Ça c'est ça. Est-ce que vous avez là un dernier mot, Monsieur le Général? Non, moi je vois aussi que la situation arabe maintenant c'est complètement critique parce que tu vois. Par exemple, en bonne coopération avec l'Arabie Saoudite. Mais les Saoudiens ne veulent pas que Assad continue. Tu vois? Même si on est en désaccord sur ce point. Oui, tu vois. Donc, ça, c'est la différence. Il y a des pays qui sont amitié, fraternité, mais en même temps, il y a des problèmes communs qu'on ne s'est pas mis d'accord. Une question d'intérêt, peut-être? Une question d'intérêt et une question de temps. Ça va prendre du temps. Mais à la fin, moi je vois que la solution qui va être à la fin sera la solution d'un changement de régime, un changement d'Assad, mais avec aussi respect de l'État syrien. Ça, c'est la meilleure solution qui se trouve maintenant sur place. Parce que la situation, ce sont des pays, chacun a une région du monde. Tu vois? Les grands pays, hein? Les grandes autorités. Si on parle d'une Syrie unifiée, unie sans El-Assad, qui peut le remplacer? C'est-à-dire, je ne parle pas de quelle personne, mais je parle de quel pouvoir. Oui, ça c'est une autre question que vous posez, parce que même dans des autres pays, on n'a pas trouvé le régime qui peut se remplacer. Au Libye aussi, c'est le même cas. Hein? Donc, peut-être, il y aura quelque chose dans les semaines qui vont venir au futur. Hein? Très bien, on l'espère bien. Je vous remercie infiniment, Général. On n'a pas de réponse à ça maintenant, on attend au futur. C'est très tôt, proche, donc peut-être on ne peut pas donner de réponse, même pas pour quelques années. Donc je vous remercie infiniment, Général Ibrahim Chokri. Je rappelle que vous êtes professeur de droit à l'Académie de police. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Merci à vous aussi, docteur Ashraf Sabri. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire militaire à l'Académie militaire Nancy. Merci beaucoup à vous aussi d'avoir été parmi nous ce soir. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.